Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il neige au parc des Sauvageons, je suis super contente. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est un grand jour, j'ai plein de choses à vous dire. On va, euh, on va partager sur les vrais sujets, les sujets qui fâchent, mais qui pourtant sont importants et vous permettront de comprendre un peu mieux l'articulation de l'atelier et tout ce que j'ai à partager avec vous. Donc, on va passer en plein écran. Et c'est parti. Hop, voilà. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler vitalité capillaire, beauté originelle, des pieds à la tête en passant par le nombril, avec plein d'infos sur le parc des Sauvageons, donc cet espace où je suis depuis maintenant un an. Ça s'affiche comment? Voyons voir. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Donc le parc de Sauvageons, c'est là. C'est une grande maison à la campagne, à 1h15 de Paris-Bercy, pour être très précis. Depuis Vincennes, depuis la forêt de Vincennes, en fait, en 1 heure, je suis chez moi, 1h10. Et heureusement, parce qu'en fait, je sors du salon Marjolaine et c'est vrai que c'était quand même intense. J'ai croisé du ricin encore, mais on en reparlera. Mais surtout, c'est mon havre de paix. C'est un espace qui est très grand. Il y a presque 2 hectares de parc avec une forêt, avec un espace où bon, tout est pensé pour durer. En fait, c'est une maison qui date de 1890 et vraiment, j'y suis super bien. Même si les conditions parfois au départ ont été un petit peu rustiques, vous avez vu qu'on a pu en faire quelque chose de vraiment, ben voilà, ça parle à mon cœur et c'est quelque chose que j'aime partager. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Il y a 14 cheminées, un énorme jardin, ce qui permet d'être autonome depuis quasiment 4 mois en matière de légumes et de fruits. Et c'est sûr que tout de suite, on change de dimension. Je me suis autorisé l'expansion. Je vais vous expliquer toute l'histoire, vous allez comprendre. Atelier Tortille, en fait, peu importe la couleur, parce que le fond de mon action, c'est de proposer des solutions pragmatiques et durables pour des personnes qui ont la peau sèche et les cheveux exigeants, en fait, mais surtout pour des personnes qui s'autorisent l'expansion. Mon objectif, en fait, avec ce nouvel atelier conférence, c'est gratter la croûte avec amour, déboulonner les traumatismes et t'aider, toi, à retrouver le nord pour repartir de bon poil avec un maximum de contenu, d'explications et d'outils pour te permettre vraiment un suivi au poil. Et j'insiste parce que c'était difficile pour moi de prendre la décision de faire cette vidéo, mais en fait, la vie n'attend pas. Et donc, je voudrais remercier Baptiste, mon meilleur ami, parce qu'il est depuis toujours mon plus fidèle allié dans cette éclosion, parfois trop, très, très, très haute. Voilà. Donc, attachez vos ceintures, c'est parti. On va parler de mouettes, on va parler de cheveux, on va parler de santé, on va parler de vitalité, mais surtout, vous allez comprendre un peu mieux les coulisses de l'atelier, le pourquoi du comment et ce qui va me permettre d'avoir plein de super pouvoirs dont tout le monde profite finalement. Voilà, donc je vais carrément me mettre à poil, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et ça va certainement déranger, choquer, piquer, gratter, faire peut-être pleurer dans les chaumières, qui sait. Quoiqu'en fait, quand on est capable de raconter son histoire sans plus jamais verser une seule larme, c'est certainement que l'enseignement a été intégré et qu'on peut aller de l'avant. Donc, il y a plein de choses que vous ne savez pas sur moi, en fait, il me semble que vous devriez savoir de manière à mieux comprendre mes propos, mes valeurs et la façon dont j'articule l'activité au niveau de l'atelier et le pourquoi du parc des Sauvageons. Voilà pourquoi je vais me mettre à poil. Et puis si ça vous plaît plus, si vous ne voulez plus de moi, si vous n'avez plus envie qu'on bosse ensemble, c'est pas grave, on aura bien rigolé. Mais comment dire, c'est un peu compliqué pour moi de vous livrer tout ça, mais en même temps, c'est nécessaire parce que je suis en train de terminer la 3e édition du livre pour laquelle je suis en retard. Mais en fait, je me suis rendu compte que la seule façon de vraiment tout expliquer, tout dire pour éviter, comme dit Rachel, les angles morts dans l'histoire et dans les process que je propose, c'était de vous expliquer tout. Voilà, donc c'est parti.
Alors, le corps parle, d'accord? Encore faut-il écouter et comprendre son langage subtil, comprendre et accepter les paradoxes, les nœuds, les croûtes, les masques, les armures qui suintent et les histoires qui tournent en boucle. Comme vous le savez, hein, chez moi, c'est l'art de travailler en spirale, surtout quand la ligne droite donne le vertige, voire le tournis. Voilà. Chez moi, comme chez beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur ces dernières années, on observe une quête incessante, éperdue de repères, de boussoles, d'infos, de nord, comment faire, par où commencer, etc. Que ce soit pour des raisons cosméto, santé, beauté, vitalité, mais parce qu'en fait, au fond, il y a une énorme anxiété. Le fond du truc, c'est que je suis constamment en train d'osciller entre l'inquiétude et la quête de est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il y avait à faire pour m'assurer cette quiétude dont j'ai absolument besoin. D'accord. Et le cheveu, mais c'est valable pour la peau aussi, en fait, parce que je vous rappelle que j'avais l'acné du léopard quand j'étais petite, c'est-à-dire avec des taches partout, partout sur le visage. Bon, là, c'est parti. Bon, grâce à la potion lumière, mais à d'autres produits aussi, et on va en parler. Et le cheveu, c'est comme la peau, un écosystème fragile. Donc, on va rappeler les fondamentaux, les tractions répétées, les agressions cosmétiques, les bouleversements hormonaux, les problèmes de thyroïde, la grossesse, surtout quand elle est compliquée et qu'elle se termine pas très bien, maladie, régime, carence ou encore traumatisme infantile, des chocs, des deuils, des pertes de repères, des quêtes de sens, ça c'est très très présent, le stress, le surmenage, le burn-out, la pollution bien entendu, ou tout ce qui concerne la vie moderne, hein, et puis une façon de complètement perdue, l'incompréhension totale, voire un peu de tout ça. Donc pour stopper l'hécatombe et inverser la tendance, il convient d'identifier les causes de ces cheveux exigeants, difficiles à gérer et ronchons, grincheux, voire morts, et donc de travailler dessus, sans retomber jamais dans la jungle cosmétique ou les soins, même naturels, ou même les coiffures qui finalement aggraveront les choses. D'accord. Donc c'est une histoire de chercher absolument à comprendre la question derrière la question, de manière à permettre à la personne de sortir d'un cercle vicieux. Donc voilà, c'est ça, Atelier Tortille. Donc, vous savez, hein, moi, j'ai un appétit féroce pour les missions spéciales inspirantes, orientées protection de l'environnement, mise en œuvre de tous mes talents pour l'investigation de haut vol en matière cosmétique et santé globale, ça c'est vraiment mon truc, et surtout en conditions extrêmes. D'abord, en essayant de comprendre le contexte, parce qu'on a tous de bonnes raisons d'être bloqués quelque part. Et avant de compliquer les choses, il y a un état des lieux qui s'impose. Le code de déverrouillage, la solution pour sortir, c'est forcément multicouche. Et le truc, c'est que les pièges sont nombreux. Voilà. Et mon but, c'est de vous aider à sortir de ça. Parce que toujours, il y a cette dualité entre un besoin de liberté, d'expansion, d'être bien, de respirer grand large, et puis en face, tous les risques toxiques, que ce soit les produits, les personnes, des situations, ou des contextes qui finalement rendent l'ensemble vicié. Voilà. Donc, l'art délicat du funambulisme, j'en tire pas forcément une fierté, mais je suis une jongleuse professionnelle entre justement cette anxiété, et vous allez comprendre, et de l'autre côté, ce travail pour compenser et garder cet équilibre, hein, vaille que vaille, parce que l'idée n'est pas de tomber, ou encore moins de me retrouver dans une situation où, comme ma maman, je risque de perdre mes cheveux. Voilà. Alors, il était une fois, parce que toutes les histoires commencent comme ça. À l'origine, c'était une histoire de passion maudite. Ouais, je vous explique. Ma maman, Chantal, que vous voyez à gauche, là, mon petit lutin en train de couper de la rhubarbe, ma maman, elle a 70 ans cette année. Et en fait, elle n'a pas eu de chance. Déjà, tout le monde part du principe que quand on est triste, quand on est en deuil, ça arrive de perdre ses cheveux ou d'avoir des trous, d'avoir de la casse, etc. Et c'est justement tout l'objet de mon propos aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup, des cheveux, vraiment beaucoup, parce qu'elle m'a choisi un papa crépu, certes, mais en fait,
pour être complètement clair et honnête, il faut que vous compreniez le fond de l'histoire. Donc ma maman, Chantal, quand elle avait 15-16 ans, elle a vécu dans le Doubs, en Franche-Comté, donc là où il y a le super fromage que tout le monde connaît, le meilleur fromage du monde, évidemment. Et c'était un petit village qui s'appelle Auxon, et elle avait 2 amoureux potentiels. Mais ma maman, elle allait à l'église, elle était sage, elle était gentille, elle était obéissante. D'ailleurs, c'était l'aînée de la famille, ils étaient 6. Et bon, elle hésitait entre ces 2 amoureux. Bon, mais version vintage, à l'époque, on ne faisait pas grand-chose. En tout cas, il s'est passé un truc, mais je vais vous expliquer dans l'ordre. C'est que dans sa famille, à la période de la Deuxième Guerre, la première ou la deuxième, je ne sais plus, il y avait un arrière-grand-oncle qui s'appelle Edmond, qui était très très inquiet parce que au moment de l'occupation, donc c'était la deuxième, en fait, ses 2 fils ont disparu. Et moi j'ai un enfant, vous en avez peut-être, quand notre enfant ne rentre pas à l'heure dite, déjà ça fout de l'angoisse, mais alors quand tes 2 enfants disparaissent sur le front et que vous avez rendez-vous et que vous ne vous retrouvez pas, parce qu'il y a des lignes qui bloquent le passage, en fait, c'est normal, ça fout un stress absolument insupportable, en fait. Et il se trouve que cet arrière-grand-oncle, Edmond, il a eu ses cheveux qui ont blanchi en une nuit d'angoisse, d'accord? Bon, il s'est retrouvé avec les cheveux blancs et la situation dure. Il est très, 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 très inquiet. Et ça dure au point que tout ce stress qu'il avait, cette douleur de perdre ses fils, en fait, en tant que papa, c'est terrible, en fait, il a perdu tous ses cheveux. Ça, c'est pour le pédigré familial de base, il a perdu tous ses cheveux. Il est devenu chauve assez rapidement, alors que son cheveu, qui était noir à l'origine, donc s'est mis à blanchir et paf, il a tout perdu après. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, cet arrière-grand-oncle Edmond, à qui on envoie une petite pensée, eh ben, il se trouve que vers la fin de la guerre, ses fils sont revenus, en fait. Alors évidemment, débordant de joie, c'est incroyable, c'est miraculeux, quoi. Alors on y croit ou pas, mais je vous assure que c'est vrai. Donc ses fils sont revenus et tous ses cheveux ont repoussé noirs. Voilà. Donc dans la famille, on se raconte cette histoire, enfin je l'ai appris récemment, mais en tout cas c'est une histoire avec laquelle ma maman a grandi. Et que la tristesse, la peur, l'angoisse, ça peut faire perdre ses cheveux. Voilà. En tout cas, des années après, on se retrouve avec cette jeune Chantal qui hésite entre 2 amoureux potentiels et qui ne sait pas trop lequel choisir, parce que bon, il ne faut pas se tromper, évidemment. Et il y en a un qui, en jouant avec des feux d'artifice qu'il fabriquait, a causé la... Alors, est-ce qu'il est mort, lui, parce qu'il y a eu un accident, ou est-ce qu'il a causé la mort de quelqu'un? Mais en tout cas, voilà, c'était panique à bord. En tout cas, il n'était plus là. Et donc, ma mère était très triste, mais de toute façon, c'était juste un prétendant, c'était pas son amoureux, quoi. Et le deuxième, comme il était un petit peu perdu dans l'histoire, il savait pas trop comment s'y prendre, il avait peur de mon grand-père Charles, certainement, et il est allé voir le curé. Donc le curé, le père Delpuech, j'ai toujours trouvé ce nom assez marrant en fait. Donc le père Dépêche, moi j'appelais. Donc ce père-là, ce curé qui avait énormément d'emprise sur ma maman et sur beaucoup de personnes en fait dans le village, il a rencontré ce jeune homme, il l'a écouté quand il lui a dit qu'il aimerait bien voir la main de Chantal et tout, et que ses intentions étaient pures, nobles, etc. Et le père, donc ce prêtre, lui a dit « Il n'en est pas question, parce que Chantal, elle va devenir bonne sœur. » Voilà, pour le décor. Il faut savoir également que ma maman, elle a une tante qui s'est retrouvée religieuse et qui était un petit peu rebelle et qui a été
religieuse de fait, parce qu'au niveau familial, à l'époque, il y avait toujours une personne qui allait servir les ordres et tout. Et c'était compliqué pour elle, quoi, parce que ma mère n'avait jamais prévu d'être bonne sœur. Simplement, dans son esprit, quand elle a vu que cet homme-là, ce jeune homme, est parti parce qu'il a obéi au prêtre, en fait, elle voulait certainement pas être bonne sœur, mais ça a été très, très douloureux pour elle, parce qu'il y a eu ces deux histoires qui, coup sur coup, tu avais deux prétendants, à la fin, tu n'as plus personne, et en plus de ça, on te prédit un avenir de bonne sœur, quoi. Et elle aurait peut-être pu en parler à ses parents. Mais bon, en tout cas, elle a eu très peur parce qu'elle savait que cette tante qu'elle avait, quand elle a refusé finalement de rester au couvent, je crois qu'elle a été internée de force. Il y a eu une histoire, un truc vraiment, enfin, des grosses malédictions, d'accord. Et ma maman, à 17 ans, ça a été trop lourd pour elle, trop difficile, peut-être aussi parce qu'elle s'est dit que c'était la seule façon d'exprimer sa tristesse, son désarroi. Accessoirement, peut-être à ce moment-là, elle ne mangeait pas très bien, elle utilisait des produits pas terribles, etc. Mais elle avait beaucoup, beaucoup de cheveux, très épais. Elle a tout perdu. Ils ont commencé par tomber comme ça, par plaque, et elle a tout perdu. Donc forcément, quand elle avait quand même comme projet d'avoir des enfants et tout, hein. Donc quand elle a rencontré mon papa, elle s'est assurée d'avoir des enfants avec des cheveux bien crépus. Et pour ça, comme elle a eu pas mal de déboires avec la médecine où on lui faisait des piqûres directement au niveau du cuir chevelu pour stimuler le bulbe et tout. En plus, elle avait un crâne aux formes prétendument parfaites. Donc, c'était un peu la bête de foire, hein, parce qu'une pelade complète, c'est quand même assez peu fréquent, surtout quand il n'y a pas de cancer. Et donc, elle s'est retrouvée aux prises avec les affres de la médecine, qu'elle ne respecte plus du tout, sachez-le. Et donc, elle s'est passionnée pour la médecine naturelle, la médecine traditionnelle, les soins de bonnes femmes, en fait, qui ont toujours fait leurs preuves, et puis des médecines alternatives, comme tout ce qui est yoga, sauna, etc. D'ailleurs, ses cheveux ont partiellement repoussé, puis c'est retombé, puis voilà, parce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, certainement. En tout cas, en fait, elle était tellement à fond dans cette vision que moi, depuis petite, je suis programmée, hein, pour respecter la vie, pour respecter l'environnement, pour respecter, en fait, pour ramasser les poubelles dans les forêts, par exemple. Ça, on a fait pas mal de missions comme ça. Et ma mère, elle est à fond dans elle ne parle plus de cette espèce de malédiction familiale de cheveux. Quoi. Bon, elle est chauve, voilà, elle a perdu son trésor de féminité, mais ça ne la dérangeait pas. Enfin, ça ne l'a pas empêché de draguer et d'avoir mon père et de faire 4 gosses. Voilà, 5, pardon. Le dernier qui s'appelle Mathieu. Donc, le fil de l'âme, le cheveu, pour moi et pour beaucoup de gens, c'est le fil de l'âme, c'est un peu l'histoire, d'accord? C'est le fil d'Ariane. Et il se trouve que c'est important que je vous raconte tout ça parce que vous allez mieux comprendre ce qui arrive ensuite. Il n'y a personne à blâmer, il n'y a personne à juger, c'est juste comprendre comment un contexte peut parfois se tisser d'une manière tellement particulière que ça peut poser de gros, gros soucis. Donc, moi, j'ai grandi avec les tisanes, j'ai grandi avec les fruits frais, les fruits du jardin, les épices, à la campagne, de toute façon, hein, vous le savez, c'était un peu comme un centre de naturopathie intensive, comme l'école des sauvageons, d'accord? Avec des bains de boue parfois, on avait une forêt, donc on faisait des trous et tout, c'était chouette. On faisait pas mal de cataplasmes, des cataplasmes d'argile, des ventouses, des jeûnes, du travail de détox, des monodiètes. La température moyenne chez moi, c'était 13 degrés quand il faisait chaud, hein. Marche pieds nus, le sport de plein air, même en froid extrême, hein, parfois on nous envoyait courir autour de la maison parce qu'on avait beaucoup d'énergie pour s'endurcir. Pas mal de missions vertes, comme je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui est ramassage de poubelles dans la forêt, des missions un petit peu vindicatives, quoi. C'est-à-dire que pour moi, si demain on me retrouve chez Greenpeace enchaînée à un bateau, ma mère elle sera contente. Voilà. J'ai beaucoup également dormi à la Belle Étoile parce que le jardin c'était chouette pour ça, c'était un joli espace. Et puis on avait un sauna et puis c'était de la cuisine fait maison. Et depuis que je suis petite, hein, là j'ai 44 ans bientôt, donc on travaille avec des coopératives bio pour la farine, le sucre, les raisins secs, et
puis toutes sortes de fruits et légumes. En tout cas, c'était un environnement sans poulet aux hormones, avec beaucoup de cuisine au feu de bois. Pas mal de douches écossaises aussi, du chaud, du froid parce que ça s'endurcit, des soupes à l'ortie parce que ça reminéralise, pas mal de tisanes dépuratives et quelques expérimentations un petit peu, parfois pas toujours heureuses, hein, comme la fois où ma mère nous a fait manger des carottes sauvages. Voilà. J'ai appris quand même à cette occasion que en cas de coupure, les toiles d'araignée sont des trésors qui aident énormément à la coagulation, donc ça peut toujours être pratique, donc soyez sympa avec les araignées, s'il vous plaît. Et j'ai grandi avec plein d'outils utiles qui m'ont beaucoup servi d'ailleurs. Hein. Donc déjà, Zala, selon ma mère, ça veut dire être, vivre. Selon mon père, ça veut plutôt dire poubelle ou décharge. Vous allez comprendre à quel point ça a pu être douloureux à porter, forcément. En fait, ça veut plutôt dire ce qui redonne la vie par ce qui a été jeté. C'est le principe du compost, c'est le principe de la résurrection, du cycle de la vie, voilà, du renouvellement. Donc c'est un prénom difficile à porter, mais j'avais une grosse curiosité du monde qui était intense. D'autant que autant ma mère était radicale dans sa vision, sans médecin, sans vaccin, etc. Mon père, lui, quand elle l'a rencontré, il était étudiant en psychiatrie. Donc son truc, c'était plutôt les neurosciences, les arts martiaux et l'art de la maîtrise en toute situation. D'accord ? Et ma mère, c'était plutôt l'être intérieur, le yoga, la danse intuitive, la méditation, que personnellement j'ai toujours fraudé, le sens caché des choses et tout. Mon père, c'était plutôt les énigmes de science. D'accord ? J'ai grandi avec l'ostéopathie, l'hypnose et tout ce qui était... Enfin, j'avais une passion pour l'étude des tabous, en fait. Parce que quand il y a des choses qui sont refoulées, on écoute les rêves, on développe l'intuition, on développe la joie. Et puis, beaucoup de livres aussi, hein, notamment Encyclopédie Universalis. Et je raffolais des histoires de blocage, de guérison, de résilience, le vivant et le vibrant d'une manière générale. Et le truc, c'est que en fait, tout ça, ça a été des outils extraordinaires parce que déjà, il y avait des tatamis dans une des pièces de la maison. On avait une salle de sport, hein, puisque mon père était accessoirement aussi prof de karaté. Donc, très dans la maîtrise, très dans je suis dans le savoir et tout et tout. Et lui, il avait il avait ses propres démons, ses propres choses à gérer. Et la maîtrise en toutes circonstances, c'était vraiment son truc. Ça, plus la religion. Et ma mère, c'était plutôt la vie, et donner tort à la médecine, quoi qu'il arrive. Donc, imaginez un petit peu le couple, ça devait être assez funky. Voilà. Donc, moi, dans tout ça, j'ai essayé de grandir, et comme je pouvais, en sachant que même s'il y a eu des périodes particulièrement difficiles, j'avais comme principe que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ou en tout cas plus sage, en tout cas clairement moins con, et qu'il ne fallait jamais s'avouer vaincu face au désastre. Voilà. Et qu'il fallait toujours avoir confiance parce qu'on a quelque chose à apprendre de chaque situation et que lorsque l'apprentissage est réalisé, la situation, elle peut changer ou ne plus nous affecter en fait. Donc, est-ce que face à un désastre, on se résigne ou quoi ? C'est toujours cette espèce de dualité. D'accord ? Pour autant, même si j'ai grandi dans un espace plutôt idyllique, hein, franchement, même si j'avais la chance de pouvoir me balader pieds nus souvent, même s'il m'est arrivé d'oublier mes chaussures pour aller à l'école à midi, parce que je sautais beaucoup à l'élastique, même si j'ai grandi dans cet environnement préservé, naturel, il y a quand même une grosse part d'ombre dont je ne vous ai pas parlé et qui semble aujourd'hui être nécessaire d'éclairer un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de blocages, d'armures, de casseroles à n'en plus finir, qui font du bruit tellement, mais tellement que c'en est assourdissant en fait. Une cacophonie infernale et tout le monde sait que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et le truc, c'est que pourtant, même en plein chaos, j'ai toujours observé les faits avec détachement. Ce n'était pas toujours très orienté, il n'y avait pas toujours vraiment de résultats ou de succès, mais j'étais fascinée, mais fascinée par la réponse du corps et de l'esprit, en fait. Parce qu'en fait, voilà, la psyché, c'est quelque chose de particulièrement dense et pour chacun, il y a des histoires qui sont compliquées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de l'histoire. Hein. C'est pas et ils vécurent heureux, fin de l'histoire. Non. Comme dans toute histoire, il y a des tragédies. Il peut y avoir des instants de terreur, il peut y avoir des instants de honte. Et moi, j'ai vécu ça et c'était compliqué parce que
il m'a fallu énormément de temps pour mettre des mots sur des faits. Et face à cette forme d'isolement, parce que je suis quelqu'un de très secret, en fait, très introverti, même si j'adore parler avec vous et tout, c'est particulier quand même pour moi, c'est un exercice de tous les jours. La vraie difficulté, c'est l'isolement et l'indifférence. Au niveau familial, en fait, parce que j'ai eu ces deux parents qui étaient chacun obsédés par le fait de prouver qu'il avait raison, l'un contre la médecine et l'autre pour la science. Et en fait, j'ai poussé de l'intérieur. Voilà. Pour être clair, ben, quand j'avais 4 ans, en sachant qu'en Afrique, c'est souvent comme ça, hein, on fait beaucoup venir des gens de la famille. Et quand j'avais 4 ans, eh bien, j'ai été victime d'inceste entre 4 et 8 ans à peu près, de la part d'un oncle qui est un frère de mon père. Et c'était compliqué parce qu'il m'a fallu énormément de temps pour réaliser tout ça. Déjà parce qu'il y a des choses qu'on oublie, des choses qu'on refoule. Et puis, c'était peut-être l'une des rares personnes qui m'accordait de l'attention. Et puis d'autant plus que pour moi, quand une personne, enfin le terme viol par exemple, c'était quelque chose qui finissait forcément par la mort. Donc ça a été très compliqué pour moi de mettre les mots sur les faits, déjà. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait que mon père avait une sœur qui était un petit peu plus âgée que moi et qui était extrêmement jalouse de moi, déjà parce qu'on n'avait pas les mêmes cheveux. Hein, et d'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à faire des nattes. Et en fait, cette sœur, c'était une psychopathe, une dingue, une terroriste, pardon de le dire, mais et elle exerçait sur moi une forme d'emprise et de terreur telle que je lui dois ma mémoire d'éléphant et ma capacité à, à rebondir en toutes circonstances, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle était particulièrement violente physiquement. Et c'était des abus tels qu'elle prenait son pied en fait, à me frapper par jalousie, en secret, hein, quand les parents ne regardaient rien, et à faire en sorte que quand j'avais le réflexe de me protéger comme ça, elle continuait à frapper jusqu'à ce que le coup soit parfait et que je ne me défende plus. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'était particulièrement compliqué parce que dans son délire, ben, il ne fallait même pas pleurer, il fallait surtout rien laisser paraître. Et c'est peut-être, bon, je ne remets pas en question l'inceste ou la violence, les deux sont très graves forcément, mais ça a été particulièrement douloureux et c'est peut-être quelque chose qui a, pour moi, fait le plus de dégâts. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça a été compliqué de mettre des mots sur des faits. Et en fait, bah, j'ai grandi toute seule de l'intérieur. Et pour dire clairement les choses, ma vraie famille, à part la nature, ben, c'est les livres et c'est la connaissance en fait. Voilà. Parce que quand j'ai parlé à mes parents beaucoup plus tard de tout ça, déjà, ils n'avaient rien vu, forcément, ils étaient occupés tous les deux à faire leur combat, hein, comme ça. Et surtout, il y a un des deux qui n'a pas cru. Et ça a posé un énorme... ça a fait un scandale dans la famille, ça a été très, très, très long, compliqué, lourd, parce que j'étais une menteuse, alors que non, parce que j'étais une intrigante et que je remuais des choses et que de toute façon, puisque c'était fait, ça devenait tolérable et qu'il fallait mettre un couvercle là-dessus. Peu importe comment tu grandis, on ne s'est pas posé la question de savoir comment m'accompagner ou autre, on a plutôt mis un vrai couvercle dessus. Voilà. Donc fatalement, à plusieurs périodes de la vie, ben, le corps qui parle, ben, j'ai eu pas mal de petits soucis. Hein. Mais j'étais fascinée, j'insiste, hein, par la façon dont le corps répond. Et je n'étais pas forcément en train de chercher à relier les points à ce moment-là. Juste, ben, je vivais le truc et puis j'essayais de compenser. Et c'est vrai que je suis devenue assez douée pour ça. Donc, entre les crises d'herpès, pardon, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à préparer cet atelier conférence, donc faire mes notes pour le salon Marjolaine, à la minute où j'ai commencé à mettre mes doigts sur le clavier, plouf, j'ai eu un bouton. Tellement j'étais angoissée par tout ça, même si j'avais décidé de le faire. Donc j'ai eu aussi, quand j'étais petite, pas mal de saignements de nez. J'ai eu énormément de troubles hormonaux, d'autant que la féminité n'était pas quelque chose d'encouragé. Quand tu fais 95C à 13 ans, ben, on te dit d'être vigilante et de mettre des gros pulls et des trucs informes qui ne te ressemblent pas.
J'ai eu des règles abondantes, très très douloureuses. En plus de ça, après, j'ai plus tard utilisé le stérilet Mirena en pensant bien faire, parce que ça coupait les règles et ça m'a posé encore plus de problèmes. J'ai eu des fibromes dans les seins, c'était infesté, j'en avais partout, qui ont disparu comme par magie, on pourra en reparler. J'ai eu pas mal d'œdèmes aussi, j'ai eu des douleurs de genoux, j'avais des phases dépressives, j'avais aussi d'énormes migraines étant petite. En même temps, on m'a souvent claqué la tête contre le mur, donc ça peut l'expliquer. Et j'ai souvent, très souvent, eu peur. Mais en même temps, j'étais une survivante, en fait. Et chez moi, dans la famille, on a toujours valorisé les survivants. Pour autant, il y a eu pas mal de petites allergies, un peu d'eczéma ou du pityriasis versicolore. Je ne sais pas, ça s'est étalé sur plusieurs années, hein. N'hésitez pas, rassurez-vous. Mais pityriasis versicolore ou pityriasis rosée de Gilbert, c'est des petites taches sur la peau qu'on va pouvoir appeler taches de Lota ou autres qui viennent quand le corps est tellement en surmenage en fait que en fait, le renouvellement cellulaire n'est même plus possible en fait. Et donc le corps largue toutes ces toxines et sort ses poubelles. Voilà. Et ça fait des taches, des champignons, des choses comme ça, parce que le corps ne se rattrape pas. Donc un gros désordre interne, externe, l'acné du léopard, parce que j'avais une période de rébellion où à l'adolescence, je mangeais énormément de sucre, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'affection, et mon renouvellement cellulaire ne se faisait pas assez vite. Donc j'avais plein de taches sur la peau, c'était très difficile à vivre. Je me suis souvent bloqué les côtes aussi, j'ai eu des extinctions de voix, des toux absolument impossibles à soigner, que ce soit avec la médecine traditionnelle ou l'allopathie, des inflammations de toutes sortes, des bugs aussi. J'ai eu un AIT quand j'avais 24 ans, c'est comme un AVC, mais moins fort, heureusement. Je suis contente d'être en vie encore. J'avais des problèmes d'hyperféminité, c'est-à-dire que je pouvais avoir des chaussures de 15 cm avec des gros décolletés plongeants, parce qu'en même temps, il y avait un gros manque de confiance. Et puis, il y avait ce côté sabotage à répétition, la savonnerie de la dernière marche. Pas mal de dépendance affective aussi, puisque à chaque fois que je rencontrais quelqu'un avec qui je pouvais avoir une chance de m'entendre, c'était souvent mal dosé. J'avais un art du camouflage, c'est-à-dire de dire les choses, de m'adapter aux gens, mais en même temps de ne pas vraiment exprimer ce que moi j'avais à l'intérieur. Des gros soucis de digestion, notamment je suis incapable de digérer le gluten, voilà, maintenant. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai trop tiré sur la corde. Je pense que le gluten en soi est particulièrement compliqué à digérer, ce sont des grosses molécules, mais en fait, je crois aussi qu'une personne qui est fatiguée et qui vit un stress intense, c'est un peu comme un élastique qui est tiré. Au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et dans tous ces petits symptômes, j'ai aussi développé, comme dit ma mère, l'effet porc qui pique, c'est-à-dire, oui, j'aime pas trop qu'on m'embête ou qu'on m'impose des choses. C'est pas toujours bien dosé, désolée. Des insomnies, ça va plus ou moins, enfin ça va mieux maintenant, beaucoup mieux, hein, mais ça m'est arrivé souvent, avec des problèmes de côte bloquée et tout, une anxiété, et un esprit vaguement borderline, c'est-à-dire que comme je n'ai pas, enfin j'ai grandi toute seule avec ce que je pouvais, j'ai eu des parents aimants, je ne dis pas le contraire, mais indifférents ou démunis, et puis complètement eux-mêmes perdus face à leurs propres combats, leurs propres démons, leurs propres douleurs, quoi. Et donc, un peu comme un flipper, j'ai grandi en faisant un ting, 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 comme j'ai pu. Et je me suis construit aussi une bête d'armure de labyrinthe et des carapaces et tout ça. Et c'est pour ça que je fais de la fraude à la méditation. C'est quelque chose de particulier, quoi. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est moi. Et le bilan, il est lourd. Il est amer. D'autant que j'étais honteuse d'avoir une tare, et même plusieurs, parce qu'en plus de ça, non seulement la croisade, elle a été gratinée, mais j'ai plein de cheveux, plein de poils et des casseroles, d'accord. Et je remercie mon chat d'avoir eu la patience avec moi, parce que j'avais comment dire, des propensions à la violence, des propensions à... J'étais pas bien en fait. J'avais une féminité, un être troublé. Donc oui, vivre, oui, l'élan, le recyclage, tout ça, d'accord, mais qui suis-je, hein? Et au fond, qui je suis, moi, enchantée, hein, je m'appelle Zala, comme vous savez. Je suis quelqu'un qui m'aime à l'intérieur pour qui je suis, avec tout ce que ça comporte de passages souterrains.
même s'il y a des toiles d'araignée, parce qu'on sait qu'elles sont utiles. Et puis j'essaye d'être authentique et forte tous les jours, parce que j'ai quand même vécu des choses extraordinaires. J'ai eu cette chance, la lecture, la vie en plein air. J'ai une passion pour la formulation biocosmétique pour tout le corps, la cuisine vitalité sans gluten, glam et gourmande. Je fais des massages de reconnexion, j'ai fait des siestes au pied des arbres. J'ai fait beaucoup dans le cadre de mon ancien métier, des tests de connaissance de soi. Et si j'ai un talent pour l'écriture fleuve, c'est parce que c'est bien la seule chose que je ne cherche pas à contrôler, en fait. Je me suis aussi intéressée à la lithothérapie, donc les pierres, les bols tibétains, le reiki. D'ailleurs, on vient de s'acheter un super gong là au Parc des Sauvageons, on est trop content. Et donc, c'est un travail de relation avec le vivant sous toutes ses formes qui me donne énormément de joie. Et puis, j'ai l'art du bricolage et de la débrouille, hein, parce que je sais très bien redonner vie aux objets vintage brisés. Voilà. Et puis, même si j'ai des casseroles, j'ai quand même des dons, comme celui d'une connexion naturelle avec les éléments, donc la nature, un art de la potion ou de la cuisine. Euh, j'ai une forme d'écoute et de toucher intuitif sur tout ce qui est forme, rythme et son, ce qui fait que ça me permet de détecter les balises, en fait, et de penser, au sens de pansement, la vie et les trous d'âme. C'était une espèce de boulot de guérisseur dont je ne voulais pas. Mais alors, surtout pas, parce que j'avais mes propres croûtes à gérer, d'accord? Il fallait que je sois jolie, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aime, il fallait que j'ai des cheveux, parce que mon obsession, quand même, c'est... Même en étant borderline, j'ai pas prévu d'être chauve un jour. Et franchement, j'ai un petit peu brûlé la chandelle par plusieurs bouts. Et j'aimerais bien vieillir avec panache, quoi. Correctement, je pense qu'il est plus que temps. En tout cas, j'ai fait des tests intenses en conditions hostiles. J'ai eu la chance de rencontrer plein de super personnes, des vrais déclics en fait. Et ça m'a permis, avec le temps, dans mon ancien métier, d'aider les gens à faire le tri dans leurs compétences, à mieux s'insérer dans leur vie, à mieux vibrer, à présenter leur meilleur profil. Et j'ai vu des gens qui avaient les yeux qui brillent, comme Tati Bernadette par exemple, puisqu'on s'est rencontrés dans cette vie-là. Et je voyais aussi à côté, sur d'autres personnes, l'effet bonsaï, où la personne, elle est dans un petit pot, dans un petit cadre, elle ne se permet pas d'ouvrir, elle ne se permet pas cette expansion, ce déploiement en fait. J'ai eu la chance de rencontrer des vrais gens qui arrivent à s'insérer dans le monde, des gens qui pourtant sont rebelles à leur façon, sans chercher à prouver quoi que ce soit, des gens qui sont simples et profonds. Et ça m'a fait énormément de bien. Je pense à Jean-Michel, je pense à Baptiste, je pense à Virginie, à l'autre Virginie, enfin il y en a plein en fait. Mais, pardon, en tant que femme, et en tant que femme noire, même mélangée en fait, j'avais quand même beaucoup de mal en tant que, comment dire, n'étant pas représentée au niveau médiatique ou quoi, j'avais un peu de mal à me sentir bien avec toutes ces casseroles en plus, c'était compliqué en fait. Donc j'ai croisé malheureusement aussi beaucoup de femmes qui vivaient une forme de résignation, une forme de croyance limitante, qui en plus, comme moi, étaient perdues dans la jungle cosmétique ou dans les injonctions périmées de ce que doit être une femme. J'ai observé souvent, chez moi comme chez d'autres, hein, des rechutes du doute ou un besoin frénétique de consommer parce qu'on est perdu, parce qu'on est complexé, parce qu'on ne va pas bien. Et j'ai aussi observé ce que ça fait d'être un peu paumé dans son labyrinthe quand on était sur une piste et en fait, non, ce n'était pas la bonne route. Donc, j'ai été obligée de réagir et partager mes découvertes en utilisant tous mes talents. Parce qu'il y a d'un côté cette grosse menace du grand mazout, mais j'appelle ça le grand mazout, c'est plutôt une jungle cosmétique, une jungle de consommation, et en face, l'espoir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond à tout ça? Est-ce qu'on se plaint ou est-ce qu'on se dit, allez, vas-y, nage, quoi. Et toujours, pour moi, c'était un travail entre grandir, la croissance avec l'élan, et puis dans le respect de l'environnement, son environnement, la nature, fluidifier les choses pour que ce soit paisible, enfin. C'est beau la nature. Et l'une de mes premières façons de communiquer des choses qu'il y avait dans le fond de mon cœur avec les gens, ça a été de prendre des photos de nature, des photos de l'émotion que ça, que ça générait chez moi, parce que c'est ce qui me ressource en fait. Voilà. Donc,
Moi, j'ai fait le choix de pacifier, de me réconcilier avec la mémoire, avec mes mémoires, l'histoire, la famille ou autre, même si ça a été parfois très, très compliqué. Et je ne suis pas certaine encore que ma crise d'adolescence soit complètement terminée, si je vous demande à ma mère. Cette espèce d'apaisement, hein, et puis en étant pleinement intégré à soi-même avec tout ce que ça implique. D'ailleurs, mon ami Baptiste m'a toujours dit, mais tu te rends compte que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est aussi par rapport à tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu. Si tu n'avais pas vécu ça, on est bien d'accord que tu n'aurais pas tout ça. Donc, tu ne peux pas juste pleurnicher sur le passé. Il y a plusieurs façons de voir le problème, quoi. Et effectivement, ça m'a aidé à apaiser mon stress de me dire qu'il avait peut-être raison. Pour autant, j'étais quand même perdue dans la jungle cosmétique. J'en ai acheté des produits, j'en ai acheté des magazines. J'ai même séché des cours de violon pour pouvoir m'acheter des magazines et des bouquins. En même temps, mon prof ne m'aimait pas trop, mais c'était réciproque. mais j'ai acheté toutes sortes de choses parce que j'avais déjà une tare. Personne n'allait pouvoir m'aimer, mais en plus d'avoir tous ces cheveux avec cette masse ingérable, moi j'étais quelque part persuadée d'avoir une espèce de tare génétique, quoi. J'avais récupéré tous les cheveux de ma mère. Mes frères et sœurs n'en ont pas autant, clairement. Et donc j'ai acheté des bigoudis, j'ai acheté des trucs, des lacs, ça a été intense. Et en parallèle, donc je m'intéressais beaucoup aux produits tradition, nature, type œufs, avocat, miel, vinaigre, etc. J'étais une dingo des magazines. Et puis surtout, j'achetais tout ce qui concerne le produit dit spécifique, au point d'avoir un cheveu complètement décédé, complètement fatigué, émietté, qui ne va pas bien, clairement. Et avec le temps, j'ai créé Boucle et Coton avec ma copine Loli, que vous devez connaître. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et comme j'avais besoin pour moi, pendant plus de 15 ans, j'ai arpenté la planète pour comprendre, aider et démêler les nœuds d'une énigme réputée insoluble. Parce que pour moi, clairement, c'est important de garder des cheveux sur ma tête. C'est une question de fierté, de dignité. Pardon, mais avec tout ce que j'ai vécu, ce trésor de guerre, il n'y a pas moyen, je le garde. D'accord ? Donc, pour tout ce qui était problèmes de peau et de cheveux, j'ai énormément creusé et j'ai pu partager tout ça avec beaucoup de gens et ça a été vraiment un grand bonheur. Sur toutes les problématiques de démêlage, de volume, de sécheresse, de définition de boucle, la casse, la chute, les trous, les perturbations du cycle de la pousse, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Et il y avait, on va dire, 90% de cosmétovigilance et décryptage au départ. Mais plus le temps passait, plus il fallait revoir différents aspects de l'écologie personnelle, pas seulement cosmétiquement parlant, des vraies cures, des vraies solutions. D'autant que moi, je me suis spécialisée sur les cas critiques, en fait. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'être capable de montrer d'un côté le mensonge, à quel point on essaye de t'enfumer en fait en te proposant la pub, etc. Moi, j'étais fascinée étant petite, parce qu'au départ, je n'avais pas la télé. J'étais fascinée par la publicité du rouge à lèvres qui ne marque pas. J'étais fascinée par tout ce qu'on proposait de type de crème, etc. J'étais fascinée par les produits où tu casses les ciseaux parce que tu n'en as pas besoin. J'étais fascinée par la pub. J'adore ça, en fait. Et d'un côté, la pub, avec tout ce que ça suppose de mensonges, et de l'autre côté, tous les produits, quand j'ai compris à quel point certains, la plupart, étaient des faux amis, à quel point on m'avait fait barboter dans le pétrole, que ce soit pour la peau, le cheveu, ça m'a rendu dingue parce que je me suis rendu compte que ma vie n'était pas assez difficile, il fallait en plus que je tombe dans les cosmétos. Et des cosmétos qui, de toute façon, allaient condamner le reste. Alors non, ça, c'était pas possible. Donc, j'ai utilisé accessoirement tout ce que je connaissais parce que j'ai grandi dedans depuis petite, hein, tout ce qui était nature et tradition, les tisanes, les soins et tout. Et malgré ça, j'avais pas le résultat que je cherchais. J'arrêtais pas de dépenser de l'argent. C'était pas possible d'économiser. C'était insupportable. Et je me suis rendu compte que j'étais pas seule à avoir ce genre de problématique. Et clairement, tout le monde connaît les bases. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est la génétique? Qu'est-ce qui se passe? On sait tous que déjà, il faut nourrir sans gaver, il faut laver sans décaper. Tout le monde le sait. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je donne des cours et qu'on dénonce, qu'on a fait changer certains grands de la cosméto en matière d'étiquette et de composition. Mais tout le monde sait qu'il faut laver sans décaper, qu'il faut maintenir l'hydratation, qu'il faut veiller à son cuir chevelu à ses longueurs, qu'il faut des soins naturels de qualité.
qu'il faut une coupe régulière des pointes, que l'eau tiède, pas froide, mais pas trop chaude non plus, mais pas trop froide non plus d'ailleurs, que le vinaigre va lutter contre le calcaire, que le massage, le fer, le magnésium, les lentilles, les œufs, le chocolat, la levure de bière, les légumes et les jus verts, tout le monde sait que c'est bon pour le cheveu. On entend ça dans les magazines depuis des années. D'accord? Mais qu'en est-il des contextes qui sabotent nos efforts, que ce soit cosmétiques ou beaucoup plus profond au niveau des racines? Comment est-ce qu'on fait pour revitaliser tout ça quand le système est au ralenti? Comment est-ce qu'on fait quand on a envie d'être consommateur parce qu'on a des enfants et que la planète qu'on va laisser à nos enfants, il y a quelque chose quand même, il y a peut-être des leviers sur lesquels on pourrait agir et qu'on veut consommer plus raisonnablement, quand on a des modèles comme des poupées Barbie qui ressemblent à rien, hyper sexuées avec des cheveux en plastique dont la queue de cheval reste en forme là et en plus ça coupe les doigts. Hein. Comment on fait quand la femme noire n'est pas représentée, quand c'est difficile d'être une femme, quand il n'y a pas de modèle et quand les poupées qu'on propose aux petites filles ressemblent absolument à rien. Pardon, c'est une question à se poser. Comment on fait pour ne pas tomber dans l'exotisme en se disant oui, mais les Indiennes, elles ont des longs cheveux, donc vas-y, je vais mettre des poudres ayurvédiques et puis je vais essayer utiliser ça, et puis les tahitiennes, le coco, et puis ça. Mais sauf que déjà, ce qui convient aux Indiennes ne convient pas forcément aux cheveux crépus, frisés, bouclés, ou à des cheveux qui sont exigeants, clairement. Mais surtout, on consomme beaucoup de produits tradition nature en pensant bien faire, mais finalement on en fait tellement, au motif que la génétique fait que chacun est tellement compliqué avec les métissages et tout ça, chacun est tellement spécifique de toute façon qu'il faut tâtonner longtemps pour savoir ce qui nous conviendra le mieux, et que c'est la génétique qui explique tout ça. Joker, oui, sauf que ça arrange bien le coiffeur que vous restiez persuadé de ça, en fait. Ça arrange bien le coiffeur de se dire, de toute façon, c'est toi le problème, d'accord? Sauf qu'il y a des moments où ça va vraiment trop loin. Moi, je m'occupe de personnes. Quand on travaille en cosmétovigilance, on se rend compte qu'il y a la pharmacie d'un côté où on nous vend des produits bourrés de pétrole, que le dermato propose des choses pas forcément très heureuses, qu'entre le minoxidil qui est ultra controversé déjà parce que ça contient de la cortisone, mais en plus parce que ça fait pousser du poil partout, ou même les injections, avant d'en arriver là, il y a peut-être moyen de faire autre chose. D'accord? Ça va parfois bien trop loin pour contourner un symptôme, par exemple de casse ou de chute, que ce soit interne ou externe, en fait, hein, et ça complique souvent le tout. Et le produit n'est pas la solution. Ça sentira vite le roussi et la résignation si on ne prend pas la pleine mesure du contexte, en fait, interne et externe. Et ça, c'est vrai, quels que soient les soins externes apportés. D'accord? Parce que vous allez voir un spécialiste qui va vous dire oui, mais le cycle de la pousse et machin, et tout le monde vous en parle, et les magazines nous en rabattent les oreilles. Mais les magazines, ils bossent avec quoi? Les magazines, ils travaillent avec des annonceurs, les annonceurs qui payent des pubs ou qui payent des femmes comme Naomi Campbell ou Beyoncé ou Jennifer Lopez ou je ne sais pas qui en fait, mais qui vont signer pour représenter la marque en portant des perruques. Et là, ma mère, sur le coup, a raison quand elle dit toutes ces femmes-là, à l'époque, hein, parce que moi, j'ai porté des rajouts, j'ai porté des trucs, j'ai fait plein de choses. Franchement, j'aurais mérité d'être chauve vu les conneries que j'ai faites personnellement en matière de gestuelle de produits. Ma mère, elle me disait, mais ces filles-là, elles sont pas belles, elles sont figées, il y a un truc qui manque. Honnêtement, aujourd'hui, je me dis, c'est pas forcément faux. Parce qu'il y a vraiment un problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une solution mal articulée, ça veut dire pas de résultat et du découragement. Si les paramètres contexte ne sont pas pris en compte, c'est la consommation assurée avec la frustration à la clé de toute façon. Et clairement, à la fin d'un magazine qu'on a feuilleté, on se sent mal, on se sent moche, on a envie d'acheter des produits qui vont nous permettre d'espérer ressembler à la femme qu'on a vue en couverture ou dans le truc parce qu'on nous a dit oui, mais ton cheveu là. Donc, le dermato, lui, il va te dire tu as une alopécie fibrosante extensive, c'est normal, c'est le choc, c'est le stress. Oui, le stress va jouer sur la chute du cheveu, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le temps, les choses s'aggravent et on se rapproche dangereusement du point bascule en perturbant la pousse. D'accord? Que le potentiel de vitalité, c'est égal en fait au passif, plus le terrain, plus la gestuelle, plus la routine de soins. Et tout ça divisé par le coefficient de frilosité, c'est-à-dire est-ce que tu as peur de gérer les cheveux ou pas.
Dans le passif, tu vas retrouver la culture capillaire. Comment ça s'est passé chez toi? Est-ce que tu avais le droit de tirer ton cheveu? Est-ce que tu avais le droit de lâcher ton cheveu? Est-ce que tu faisais des coiffures? Est-ce que tu faisais des rajouts? Est-ce que tu as fait des lissages? Est-ce que tu as fait des défrisages? Est-ce que tu as fait des colorations? Précision pour la coloration, les colorations foncées seraient, en tout cas chimiques, hein, seraient à l'origine de nombreux cancers du rein. Je dis ça comme ça. Le terrain, donc tout ton historique en fait, hein, de santé, d'alimentation, de digestion, de récupération. La gestuelle, bah, ça sera les outils, les coiffures, la routine de soins, les produits utilisés, la fréquence et les méthodes que tu utilises. Et puis ton état d'esprit, c'est surtout ta qualité d'alignement. Si tu face à la peur, il faut mettre en face la connaissance, d'accord, et se donner les moyens de s'aligner pour que ça ait du sens, que tous les feux soient au vert et s'autoriser clairement l'expansion, d'accord. Parce que sinon, bah, c'est la censure. C'est simple. C'est la censure et rester censuré à l'intérieur de soi-même, je pense que c'est la pire des choses qui soit parce que ça peut contribuer à faire tomber le cheveu, à poser de gros soucis en matière de renouvellement cellulaire pour la peau également. Précisons quand même qu'une femme sur 3 est concernée par les abus dans l'enfance, donc je n'ai pas l'apanage de la souffrance, hein, clairement. Et sur les milliers de femmes que j'ai pu croiser, des données troublantes se manifestent trop souvent. Parfois, le système complet s'effondre avec des lupus, avec d'autres maladies auto-immunes aussi. Dans les cas les plus critiques, moi j'ai remarqué qu'il s'agit de femmes brillantes aux trajectoires presque impeccables, pas forcément abusées, hein, mais qui se sont oubliées dès le début du chemin, qui ne savent pas qui elles sont, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, quels sont leurs vrais besoins et qui n'ont aucune idée de comment s'épanouir pleinement. On retrouve trop souvent également du surmenage, du burn-out, des soucis de thyroïde, grosse fatigue, voire épuisement, tendance à s'oublier au profit des autres, bien souvent, mais également des stress prolongés. À croire que ces femmes ressentent les sous-titres qui filtrent dans ma communication. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la génétique, en fait. Des femmes qui ont compris que demain, c'est aujourd'hui en pire, qu'il y a des pièges partout, qu'entre le syndrome de la mouette mazoutée saturée dans la cosméto ou la lasagne, où en fait ça devient bourratif, asphyxiant, qui a envie d'autre chose en fait et plus de sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cheveu, c'est quand même, pour sortir du labyrinthe, c'est un peu le fil d'Ariane, c'est le fil de l'âme. Et face à la déforestation hein, qui menace, ben, on se résigne quoi. Et surtout, est-ce qu'on accepte de laisser grignoter les frontières? Et jusqu'à quand? Alors moi, je pense qu'une des réponses importantes, le message de fond qu'il faudrait passer aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'apprendre à se donner de la valeur et à faire sauter les blocages par respect pour les croisades, pour l'âme, pour ce qui nous rend vivants en fait. Parce que chargé de sens, le cheveu, c'est presque le seul moyen d'expression permis aux femmes. Il ne s'agit pas d'un organe prioritaire, il trinque souvent en premier lieu lorsque des dysfonctionnements surviennent, que ce soit des chocs, des deuils, des stress, et que l'on attribue les chutes ou les pelades à des bouleversements hormonaux, à la génétique, à des carences ou autres. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la personne, elle a parfois presque intérêt à ce que la situation perdure. Parce que quand il y a de la chute, de la casse, des trous, quand le cheveu est mité, quand la peau va mal, ainsi tout le monde autour comprend sa souffrance et lui reconnaît le statut de personne qui souffre et peut réagir en fait. Parce qu'elle, elle n'en est pas capable. Elle se relègue constamment au dernier plan. C'est un peu comme un brave petit soldat qui appelle à l'aide désespérément et qui souffre au point d'être capable de condamner à mort son trésor de féminité. Même si clairement le cheveu n'est pas la féminité en soi, mais je parle de tout ce qui est vivant à l'intérieur en fait. Et quelque part le cheveu c'est un peu la preuve que tout le reste va bien. Donc c'est souvent des contextes où la personne elle s'est déconnectée de son ressenti à maintes reprises, comme moi je l'ai fait, et vient un moment où ça déborde, où ça commence à se manifester dans le corps, où l'armure elle rouille, que la carapace elle suinte et que ça commence à se voir et que ça devient grotesque en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que le signal il revient est de plus en plus fort avec le temps, jusqu'à ce que la personne se sente localisée en fait. Voilà. Localisée et secourue. Moi, je vois des gens qui sont dans des situations tragiques, parfois avec des trous qui apparaissent comme ça, avec une déforestation intense jusqu'à l'arrière des oreilles, il n'y a même pas 45 ans.
des femmes qui ont des grossesses difficiles, des enfants qui apprennent à gérer leurs cheveux, donc pour minimiser un petit peu tout ça. Mais le fond, c'est d'être capable d'articuler la solution, mais d'une manière cohérente, d'accord? Parce qu'en médecine chinoise, on dit que le cheveu est relié au rein, et également au foie, donc la tristesse, l'eau, la colère. Et pour avoir longuement étudié le sujet, moi je sais qu'il n'est pas rare de déplorer des chutes de cheveux totales ou partielles, indépendamment des problématiques de routine ou de gestuelle, lorsque le porteur garde des colères à l'intérieur et que au niveau de ses méridiens, ça ne circule pas bien en fait. Donc tout se rééduque, il suffit d'avoir les outils. Et rappelons quand même que le propre de chaque valise, c'est d'émettre un signal en vue d'être localisé. Donc même si la mouette se débat ensuite parce qu'elle est trop engluée, parce qu'elle a peur, après, quand elle comprend qu'on peut l'aider, elle se détend. Le problème n'est pas la cause, ce que tu as vécu, ce qui s'est passé, comment, pourquoi, mais la façon dont tu décides de répondre et la manière dont tu vas articuler cette réponse, le timing aussi, pour te permettre d'oser une autre réalité en vue d'une expansion que tu mérites, hein, clairement, puisque l'objectif de tout un chacun, c'est quand même de vivre. Sinon, c'est comme un coffre-fort de banque, avec un code qui est particulier, compliqué, et même avec un démineur expert, si le code comment dire, si on articule le code dans le mauvais sens, en commençant par le produit, hein, ça ne va pas. C'est comme Baptiste qui dit tu veux faire une tarte aux cerises, mais en fait, tu n'as pas encore planté l'arbre. C'est sûr que ça pose problème. Même si certains peuvent les acheter au marché, mais ce n'est pas les mêmes cerises, précisons-le. Voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de personnes parmi nos adhérents et des nouveaux qui vont peut-être nous rejoindre qui sont en grand danger à l'intérieur, qui, à l'image de l'environnement, sont dans une situation telle que, franchement, ça commence à plus que sentir le roussi. La zone est sinistrée, voire complètement bloquée, polluée, et il est urgent de nettoyer tout ça en commençant par sortir les poubelles. D'accord ? Et moi, je ne veux pas faire la leçon aux gens. Ce que je veux juste dire, c'est que moi, j'ai eu des résultats flagrants pour les personnes, enfin pour moi et pour des personnes que j'ai accompagnées. Clairement, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a aussi des gens qui sont spécialistes des occasions ratées, hein, peut-être parce que ce n'est pas mûr. Moi, je ne peux pas travailler en superficiel. Je n'ai pas le droit, en fait, et puis ce n'est pas intéressant, même si j'ai des produits magiques, vraiment magiques pour les cheveux et le corps. Parce que la vie m'a forcé à regarder des choses en face. C'est pour ça que je ne travaille plus en superficiel. Le côté game over, vous connaissez quand ça fait off, c'est-à-dire que c'est presque la fin. J'ai croisé par accident en Haïti, j'ai croisé de la ricine. La ricine, c'est la toxine mortelle qu'on retrouve dans la graine de ricin. D'accord ? Je sais que ricin et carapates sont des produits qui sont amplement plébiscités dans la communauté afro-antillaise, je le sais. D'ailleurs, l'huile de carapate, pour neutraliser la toxine, on fait roussir les graines, on les fait torréfier en fait, et ensuite on va utiliser l'huile, mais avant ça, sinon, c'est toxique. Et puis, l'huile de ricin que l'on va retrouver dans le commerce, quelle qu'elle soit, c'est forcément une huile qui a été très, très fortement chauffée, donc hydrogénée souvent. Même en magasin bio, c'est des huiles qui ont été très chauffées parce qu'il n'est pas possible d'extraire l'huile de ricin autrement qu'en faisant chauffer cette graine, en fait. Et donc, la ricine, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 12 000 fois plus dangereux que le venin de crotale et c'est 6 000 fois plus dangereux que le cyanure. Donc, c'est vraiment une toxine mortelle. J'ai croisé par accident du ricin qui était normalement dans un circuit fermé, une huile de ricin dans un circuit fermé pour des biocarburants. J'avais envie de tester, je voulais absolument savoir ce que c'était la version première pression à froid. Je n'étais pas assez renseignée sur le sujet, j'ai eu tort. Il n'empêche que j'ai failli mourir. Déjà parce que dès que j'ai touché le produit, mais je pensais que c'était Haïti avec la poussière et tout ça, j'ai commencé à tousser, à me gratter et ça a été intense pendant 2 jours. Ensuite, comme la personne qui m'avait fait toucher ce produit, elle avait accepté de m'en vendre, j'avais prévu en fait de l'ingérer en vue de faire une purge, mais je voulais faire une purge traditionnelle, mais avec un produit première pression à froid. Si je l'avais fait, je ne serais plus là pour en rire aujourd'hui. En fait.
Et ça fait 4 ans, presque 5 ans maintenant, que j'ai de gros problèmes respiratoires. Et au niveau de la pollution, enfin, j'ai baissé ma capacité respiratoire en fait, hein, au niveau de la pollution, la fumée de cigarette, les parfums de synthèse, quels qu'ils soient, et que j'ai régulièrement des crises allergiques qui se déclenchent à chaque fois que je croise du ricin dans l'air. Juste dans l'air, ça suffit. Parce que j'ai été exposée aux produits trop longtemps. Heureusement qu'en même temps, j'étais en pleine cure de revitalisation avec de l'argile, du charbon, des jus verts, etc. Parce qu'en fait, clairement, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Pour tout vous dire, j'avais gonflé comme Elephant Man, en fait. Pardon. À un moment, c'était tellement gonflé que quand j'ai retiré mes lunettes de soleil pour aller voir le pharmacien qui me disait qu'il fallait que j'attende pour avoir un produit, j'ai retiré mes lunettes, le pharmacien a reculé de 3 pas. Il a vraiment eu très peur. Et moi, j'avais aucune certitude quant au fait que mon visage allait pouvoir retrouver sa forme naturelle. J'avais des traits là au niveau des yeux, un peu à la taille ici comme ça, très moche. Et je n'étais pas certaine de retrouver mon visage normal puisque j'avais croisé une toxine. Donc une toxine mortelle, donc j'étais déjà contente d'être en vie. Et quand je terminais mon 2e livre, j'ai passé une grosse partie de la deuxième, comment dire, de la 2e section du livre avec un truc d'argile sur l'œil, à taper comme ça, puis à taper comme ça, etc. À taper d'une main en essayant de faire de mon mieux. Mais à cette époque, j'avais pas la conscience que j'avais croisé un produit mortel qui allait générer autant de complications sur moi dans ma santé, y compris aujourd'hui. Ça veut dire que je ne sais même pas si j'ai réduit mon potentiel de vitalité, de longévité, en fait. Je ne sais même pas si je serai centenaire, et c'est plutôt mal parti quand je sais qu'à chaque fois que je recroise du ricin, et pas plus tard que récemment, là, au salon Marjolaine, dès qu'il y en a dans l'air, je tousse, je me mouche, je me gratte, et ce, même si la personne s'est lavé les cheveux depuis, parce que le ricin, c'est particulièrement filmogène, surtout quand la personne a un peu de mal à toucher son cheveu. Il m'est arrivé, pour vous dire à quel point je suis sensible, de masser une personne qui avait déjà fait des dépollutions, qui s'était rasé la tête depuis. Mais à partir du moment où la personne, elle est bien et que je la masse et elle est contente, elle est en confiance, il y a des choses supplémentaires qui s'ouvrent. Et le ricin qui est dans le cuir chevelu, je le sens et je me sens pas bien, j'ai une détresse respiratoire et après, je suis malade pendant 3 semaines. Voilà ce que c'est en fait ma vie aujourd'hui, au point que, on va dire, sur les 4 dernières années, sur 365 jours, j'ai dû passer 350 jours par an à me moucher une bonne partie de la nuit et le matin. Donc, c'est pour vous dire que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Donc maintenant, ça va quand même mieux parce que je travaille énormément sur l'immunité, sur la réponse immunitaire, sur l'apaisement, etc. Et je me suis pas mal fait aider aussi. J'ai tout essayé, hein, l'hypnose, la médecine chinoise, l'acupuncture, plein de trucs en fait pour calmer le cerveau en fait quand il perçoit du ricin. Malheureusement, la réponse elle est toujours assez violente. C'est l'une des raisons qui ont fait par exemple que je suis venue à la campagne parce que ça fait partie de mon processus. Donc, alimentation, renouvellement cellulaire, les messages de l'inconscient, de l'univers d'une manière générale. Hein, et tout ça m'a fait travailler encore plus l'art de ressentir le vide et les fuites quand je masse quelqu'un. Voilà. Et en partageant tous ces outils, j'ai découvert à quel point ça aidait les gens, en fait. Alors, j'étais obligée de continuer plus, même si ça risquait de tout faire voler en éclats dans mon business, parce qu'après tout, la vie n'attend pas. Hein. Un volcan, ça peut être destructeur, faire beaucoup de ravages, mais ça peut également apporter la vie, apporter quelque chose de fertile. Voilà. Et donc, j'ai décidé, même si c'est compliqué, même si peut-être je veux me mettre plein de gens à dos, mais je m'en fous, en fait. Au point où j'en suis, je suis ravie d'être en vie. Donc, de dépasser la peur et de canaliser les flux pour réparer la vie à mon niveau et partager tous mes outils, le plus grand nombre de ces outils à un maximum de personnes. Parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas, mais qu'on perçoit dans l'univers. Et en face, il y a quand même plein de richesses, plein de belles choses à préserver. Le patrimoine est important. Le patrimoine vitalité, le patrimoine cellulaire, le patrimoine capillaire, et puis le patrimoine tout court, hein, c'est-à-dire le patrimoine connaissance qu'on transmet aux autres. Et moi, j'ai décidé de transmettre vraiment ce que j'ai découvert, tous mes trésors, voilà, toutes mes richesses. Et j'ai compris que même si c'était délicat,
j'ai compris qu'en fait, il fallait oser vraiment ma vraie nature, que de toute façon, j'avais autant de dons que de casseroles. Baptiste me le répète depuis toujours, mais voilà. Et voilà, ose ta vraie nature, de toute façon, tu as autant de dons que de casseroles. J'ai quand même eu pas mal de casseroles, c'est cool, j'ai pas mal de dons, à commencer par les mains, et ça me sert tous les jours pour potionner ou pour soigner des gens. Et donc, je me suis relancée sur tous mes trésors, en fait, mes produits, ma cosméto, mes formules. Aujourd'hui, j'ai même inventé un cirage, je suis trop fière de moi. Voilà. Et puis j'ai une passion pour la cuisine créative sans gluten, en bio, et partager ça, en fait, partager cette vitalité. Et c'est la raison pour laquelle, l'année dernière, j'ai récupéré cette grande maison donc, au sud de l'Aisne, à 1 heure et quart de Paris, donc, que j'ai baptisé le Parc des Sauvageons. Pour la petite histoire, en fait, j'ai déjà vécu dans cette maison il y a quelques années, puisque mon fils y a fait ses premiers pas. Donc, il y avait beaucoup de personnes à l'époque là-bas, et j'avais un appartement. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'y ai habité à nouveau, pas longtemps, et j'ai découvert à quel point ça me donnait des forces, parce que c'est un haut lieu énergétique dans lequel on peut faire des feux dans le jardin. Il faut dire qu'il y a un parc, une forêt, donc c'est bien pratique. C'est un endroit vraiment magnifique qui est enchanteur, quelle que soit la saison. Même aujourd'hui, quand il neige, c'est vraiment très chouette. Et depuis une année, je me suis attachée à en faire un parc horticole vraiment exceptionnel, avec toutes sortes de plantes, plantes aromatiques, des fleurs, des choses que j'utilise pour mes formules, des orties aussi, puisque c'est important. Et, et je partage ça avec vous, en fait, au travers des journées connivence ou des journées de découverte ou dans le cadre des stages en immersion. C'est un endroit qui, finalement, cet endroit, c'est la clé qui me permet de garder la forme olympique en toute occasion. D'ailleurs, depuis que j'y suis, j'ai beaucoup moins d'allergies, beaucoup moins de problèmes de santé, donc ça, c'est chouette. C'est chouette parce que je peux passer plus de temps à innover, à créer des choses et à cuisiner pour les gens qui passent. D'ailleurs, on donne des cours de cuisine créative et vitalité dans le cadre des immersions. Et c'est un vrai bonheur de partager ça et de voir que des personnes viennent, vont le matin, au petit matin, après avoir bien dormi, se réveiller au chant des oiseaux. Ces gens-là viennent et vont chercher des plantes dans le jardin pour se faire la tisane, quoi. Ça, c'est quand même cool. C'est cool parce que c'est ça que j'avais envie de partager. C'est ce travail de reconnexion à soi-même fondamental qui permet de vraiment bien asseoir ses racines pour booster tout son potentiel de vitalité. Ça passe par l'art-thérapie, par exemple, pourquoi pas. Et franchement, on passe de très, très chouettes moments. Donc, pour revenir aux clés de ce que je voulais partager avec vous, c'est que c'est très important sur ces 4 phases de comprendre qu'il faut d'abord explorer, donc comprendre le contexte. On a tous de bonnes raisons d'être bloqués quelque part. Avant de compliquer les choses, un état des lieux s'impose pour déterminer les vraies causes des problèmes et leurs solutions. C'est vraiment primordial. Découverte. Après la phase d'investigation, il s'agit, une fois qu'on a mis les choses en place, de réapprendre les bases qui permettent la libre croissance, que ce soit alimentaire, cosmétique, gestuelle ou réflexe pour gérer les coups durs, en fait, en accord avec sa vraie nature, en accord avec quelque chose de beaucoup plus authentique, hein, et apprendre l'entretien et les soins courants. Et ensuite, on s'occupe de recoloniser sa vie durablement. En troisième point, parce qu'il est toujours utile d'avoir des petits secrets en plus pour vivre pleinement sa nature et faire face en cas de coup dur, mais aussi pouvoir inspirer son entourage, on va creuser l'aspect sublimation avec tout ce qui est comment on fait pour être en beauté originelle, en vitalité capillaire. Moi, je porte plus de maquillage depuis des années, mais la beauté originelle, avec panache, quoi, parce que c'est ça qui vibre, c'est ça qui est vivant à l'intérieur. Voilà. Et pour l'aspect symbiose, en fait, ça se passe des pieds à la tête en passant par le nombril au parc des Sauvageons, avec des journées découvertes pour goûter, des séjours en immersion pour savourer. Donc, ça me fera très, très plaisir de vous y accueillir quand vous aurez envie de passer. Voilà, donc on a quasiment terminé. J'avais pris pas mal de notes. Je suis désolée, c'était un petit peu long, mais c'était important pour moi de partager le fond de tout ce que j'avais à vous dire avant de partir en week-end. Ce que j'aimerais dire maintenant, c'est que vous savez tout, ou presque, donc à vous de jouer.
À vous de voir si vous souhaitez consommer de l'information jusqu'à l'indigestion ou si vous estimez qu'effectivement, comme c'est autrement plus efficace d'être accompagné, que vous avez envie qu'on creuse, quoi. Parce que chaque cas est unique et clairement, tout ne se déverrouille pas en 1 heure. Ça peut parfois prendre un peu de temps, mais les résultats sont exceptionnels quand on se donne les moyens. La preuve, moi, pour l'instant, j'ai des cheveux et la peau va bien aussi, quoi. Donc, et pourtant, elle était craquelée, fragile, eczémateuse, réactive. Enfin, c'était l'enfer. Maintenant, avec ma nouvelle bulle vanille, mais tous les autres produits que j'ai pu concevoir avant, je n'ai plus du tout de problème. Donc, il s'agit de sortir de l'état passif de victime, de quelqu'un qui souffre, de oui, mais on m'a dit que j'avais une alopécie fibrosante extensive, on m'a dit que c'était spécifique à la femme noire, on m'a dit que de toute façon, c'est comme ça, il faudra traiter à vie ma dermite séborrhéique, etc. Sortez des causes, en fait. Et juste, prenez le temps d'avoir des résultats rapides en dépolarisant le tout, en réorganisant les choses, en fait. Voilà. Donc, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent, clairement, vous savez déjà, hein, pour ceux qui connaissent, il y a la boutique en ligne pour découvrir nos gourmandises corps et cheveux. Sinon, j'ai décidé de lancer chaque mois une expérience 30 jours Sphère Nature avec pas mal d'échanges, de partage d'expériences, d'outils, de recettes, avec des études de cas, des tours d'horizon, de solutions, des visios de groupe en hebdomadaire, un espace pédagogique privé où on va particulièrement travailler sur l'écologie personnelle, des pieds à la tête, et des produits. On va parler aussi des produits adaptés. Et si besoin, dans le cadre de ces programmes, on proposera des balises individuelles d'orientation, histoire d'aller plus loin, parce que moi, ça me permet, en échangeant avec vous, de consolider ce que j'apprends, ce que je sais, et de pouvoir le partager aussi avec le plus grand nombre. Et ça me fait super plaisir, en fait, d'être dans l'interaction. Mais pour être dans une interaction complètement fluide, il fallait que je sois aussi transparente avec vous. C'est chose faite et ça me fait plaisir d'avoir pu trouver le courage de le faire aujourd'hui sans verser une seule larme. Parce qu'après tout, la vie continue, la vie elle est belle, il y a plein de belles choses à faire encore. Et je suis ravie d'être encore en vie pour pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, je vous laisse sur le site www.atelier-tortille.com. Nos coordonnées, donc 09 53 08 78 40 ou 06 18 55 95 63. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite, comme dit mon père, aller dans la grâce. Voilà. À bientôt.